Bonjour à tous, c'est Gizmo de Kiss My Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. D'abord parce que c'est ma toute première vidéo. Et c'est aussi la vidéo de la résurrection un peu pour la chaîne Kiss My Geek, puisqu'on n'avait pas sorti de vidéo depuis 3 ans. Ouais. Vous avez forcément entendu parler du film Alita Battle Angel qui va sortir dans quelques jours, là, le 13 février en France, réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Et bien aujourd'hui on va parler du manga dont est inspiré ce film, à savoir Gun, de Yukito Kishiro. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, il y a plusieurs façons de prononcer le nom de ce manga. Moi je le prononce Gun parce que c'est comme ça que je l'ai lu la première fois que je l'ai eu en main. Il y a des gens qui prononcent ça Gun, d'autres Gum, d'autres encore à la japonaise, à savoir Ganmon. Bon, de toute façon, ce sera forcément mieux que la version américaine, parce que Battle Angel Alita ou Alita Battle Angel, c'est vraiment quand même très éloigné de l'esprit de base. D'ailleurs, pour la petite info, Ganmu s'écrit en japonais avec les kanji, c'est-à-dire les idéogrammes qui signifient arme et rêve. C'est en valise, Ganmu. Du coup, ça veut dire rêve d'arme ou rêve d'une arme. Ça a du sens si vous avez lu le manga, on va pas se cacher que ça en a beaucoup moins si c'est pas le cas. Bref, de quoi ça parle ? Gun se déroule dans un univers dystopique où la Terre a été frappée par une météorite, amenant l'humanité au bord de l'extinction. Il n'y existe donc plus que 2 endroits pour vivre, Zalem, une cité dans le ciel réservée à l'élite, et Kuzutetsu, ou la décharge, une sorte de joyeux bordel aux allures de bidonville de l'extrême, qui se construit sur les déchets de Zalem et où règne la violence et la loi du plus fort. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y a d'autres endroits qu'on découvrira plus tard dans le manga, mais bon, voilà. C'est parmi ces déchets que Daisuke Ido, un docteur en cybernétique de génie exilé de Zalem, découvre les restes d'un cyborg amnésique qu'il va remettre sur pied et adopter. Ce cyborg amnésique, c'est Gali, notre héroïne. Sorte de proxy du lecteur, puisqu'elle ne se souvient de rien, Gali va évoluer et découvrir Kuzutetsu et plus généralement cette terre post-apocalyptique, ses rouages, etc. Kuzutetsu étant baigné dans la violence entre la pègre qui dirige le marché noir, le colisée où des habitants s'affrontent jusqu'à la mort et le sport phare du lieu, le motorball, qui est une sorte de roller derby sous amphétamine et pratiqué par des machines de guerre, littéralement, puisque ce sont des cyborgs armés spécifiquement pour le combat. L'instinct guerrier de Gali ne tarde pas à refaire surface. En effet, il apparaît rapidement que notre cyborg vient de Mars et qu'elle maîtrise une technique de combat redoutable, un art martial connu sous le nom de Panzerkunst. C'est ce qui va lui permettre d'exceller dans sa première vie choisie, celle de Hunter Warrior, c'est-à-dire plus ou moins chasseuse de primes pour les usines, et dans la plupart de ses reconversions. En gros, ça lui sert tout le temps, sauf pendant sa période de chanteuse pop. Car oui, Gali devient chanteuse à un moment donné dans le manga, comme quoi, il y a vraiment plein de surprises. C'est en suivant sa vie, ses rencontres, ses relations avec les autres personnages, que l'on découvre petit à petit l'univers incroyablement riche sorti de l'esprit de Kishiro-san. Les jeux de pouvoir qui y ont place, les systèmes de contrôle, comme les usines, mis en place par Zalem pour conserver l'ascendant sur la décharge, les systèmes de ravitaillement, encore une fois les usines, qui font trimer les surfaciens pour que les citoyens de Zalem vivent dans l'opulence, etc. On suivra évidemment de nombreuses intrigues, que ce soit des drames personnels, comme ce qu'a vécu Jashugan, le champion de motorball que Gali affrontera pour le titre, ou des mouvements politiques de grande ampleur, comme la révolution portée par le groupe terroriste Barjack, sans oublier énormément d'interrogations amenées par les nombreux éléments de science-fiction, notamment autour du professeur Destinoa, un des principaux antagonistes du récit. Alors je vais évidemment pas vous raconter l'entièreté du récit de la série Gun, ni de ses suites, mais on y reviendra, puisque le but c'est de vous donner envie de plonger dans cette œuvre importante dans l'histoire du manga, surtout à l'international, et c'est pour ça que je voudrais revenir un petit peu avec vous sur ce qui fait que Gun est un manga si intéressant, si exceptionnel, si unique. Avec le petit résumé que je viens de vous faire, vous pensez peut-être qu'on a affaire à la sempiternelle histoire du robot qui va devenir petit à petit humain, qui va découvrir ses émotions, qui va découvrir ce que ça veut dire que d'être humain et blablabla. Mais pas du tout. Gali est un cyborg dont le cerveau est humain. Et elle évolue donc à Kuzutetsu, dans un monde où la quasi-totalité des habitants a eu recours à la cybernétique. Ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment à part, en fait, dans ce monde. Elle ne sort pas tant que ça du lot, du moins pas sur cet aspect-là. Elle sort un peu du lot physiquement
de par son visage, et on y reviendra plus tard dans cette vidéo, mais c'est tout. Le fait que ce soit un cyborg, ça ne choque pas dans cet univers parce que c'est quelque chose de très fréquent. C'est important parce que ça signifie que la série ne se centre pas sur les questions éculées comme un robot peut-il être humain, etc. Bon, évidemment, c'est des questions qui vont être abordées, principalement dans l'arc de Zalem à la fin, mais ce n'est pas le centre du récit. Ce n'est pas le but de Gunn, ce n'est pas son propos principal. Gunn, ça parle de quête d'identité, ça parle de morale, ça parle d'éthique, du poids du passé, de carcans sociaux, idéologiques ou personnels. Ça parle de deuil, ça parle d'amour aussi, ça parle de compas moral, ça parle de lutte contre ses démons internes, ça parle de la perte de repères, ça parle de la vie en fait, du passage à l'âge adulte aussi, évidemment, mais pas comme dans un shonen classique. On n'est pas dans une quête initiatique où le héros a son but dès le départ qui est bien fixé et toutes ses actions vont être orientées dans le sens d'accomplir son objectif. Gali, ce n'est pas Luffy qui veut devenir le roi des pirates. J'ai rien contre Luffy, j'adore One Piece. Mais Gali, ce n'est pas ça. Gali ne sait pas où elle veut aller. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Elle se cherche, comme nous tous. Si elle a un rêve, c'est celui d'en avoir. On n'est pas non plus dans de l'utilisation d'archétypes. Tous les personnages, ou presque, de Gunn sont profondément humains. Les méchants ne sont pas des gros méchants avides de pouvoir ou voulant simplement faire le mal, ils ont de vraies motivations et qu'on prend le temps de nous expliquer en plus. Les drames qu'ils vivent ont de vrais impacts sur leur vie et leur vision du monde, chacun différemment. Gunn explore sans avoir l'air d'y toucher la psychologie du traumatisme, et du traumatisme à tous les niveaux, que ce soit les petites choses de la vie, ou carrément les pires drames personnels, que ce soit justement un traumatisme personnel comme un deuil, ou un traumatisme collectif comme la quasi-éradication de l'espèce humaine. Alors attention, ça veut pas dire que Gunn est une série analytique intellectuelle un peu chiante. Clairement, si j'ai été happé quand j'étais gamin, alors que je comprenais rien à ce genre d'enjeu, c'est qu'on n'était pas dans du traité psychologique non plus. C'était les années 90, j'étais chaud, je voulais de l'action cool, des scènes badass, et si c'est un des premiers mangas que j'ai lu, et surtout le premier manga que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'est pas rien à l'époque, c'est parce qu'il y avait tout ça dedans. Je vous mens pas sur les années 90, regardez là, ça c'est mon premier tome de Gunn, il date de novembre 95. Alors, je l'ai pas acheté en novembre 95, je l'ai découvert, la série avait déjà commencé, et on devait être en 97, par là, 98 peut-être. Et il y a une façon bien simple de voir que c'est bien les années 90. On est dans un sens de lecture français. Ouais, le sens de lecture japonais, à l'époque, ça n'existait pas. Du moins pas en France. Donc non, Yukito Kishiro ne se touche pas la nouille à épiloguer sur les sujets dont j'ai parlé juste avant, c'est pas le propos de Gunn. Il les fait ressentir au lecteur. Et c'est beaucoup plus fort, c'est comme ça que j'ai pu être marqué à ce point par Gunn, parce que clairement c'est mon manga de cœur, je veux dire c'est un des mangas les plus importants de ma vie, c'est un de ceux qui m'a donné envie de m'intéresser à cette littérature, alors qu'à ma première lecture, je comprenais pas tout, je veux dire les sous-textes nietzschéens, les réflexions transhumanistes, les questionnements sociaux, tout ça, ça m'échappait totalement à l'époque. Je les ai compris qu'en grandissant, en relisant encore et encore cette série géniale, complexe et ironiquement complète. Oui, alors là, vous vous demandez probablement pourquoi je dis qu'elle est ironiquement complète. Vous le savez peut-être pas, mais Yukito Kishiro a dû abréger sa série. Gunn tel qu'on le connaît n'est pas vraiment la série qu'il avait en tête. Il a connu plein de difficultés. Le magazine de prépublication qui proposait Gunn ne lui a pas facilité la tâche. Et il a connu beaucoup de déboires, il a eu des épisodes dépressifs pendant l'écriture de Gunn, il a eu un passage à vide où il a dû s'isoler et travailler seul sur son projet, alors qu'avant il avait une foultitude d'assistants qui travaillaient avec lui, là il était seul pour le finir, il mettait vraiment toutes ses tripes dedans. Ça a vraiment été un projet compliqué pour Yukito Kishiro. Et puis pendant l'arc du Motorball, qui est pourtant maintenant l'arc le plus emblématique de la série, le plus connu et un des préférés d'ailleurs des fans, eh bien, les lecteurs japonais se sont lassés. Alors, son magazine de prépublication lui a demandé d'abréger les choses, il a dû un petit peu rusher pour finir cet arc, ce qui l'a pas mal embêté, on va pas se le cacher, puis rebelote à la fin de ce qu'on connaît en France comme le tome 9 de la série Gunn.
Alors là c'est un peu différent parce que ça vient de problèmes personnels, mais ça a quand même fait qu'il a dû rusher encore une fois à la fin. Ça nous a donné un arc un peu étrange avec beaucoup d'idées lancées mais assez peu creusées au final. Bon, moi c'est une partie du manga que j'aime bien parce qu'il y a encore plein d'idées super intéressantes qui sont soulevées, mais c'est vrai que c'est une partie qui divise beaucoup les fans, qui est beaucoup décriée dans la communauté, et je peux comprendre pourquoi, parce qu'en termes d'exécution, on est quand même en deçà du niveau du reste de la série. De toute façon, c'est pas pour rien si Kishiro-san a décidé de reprendre son univers dans une nouvelle série qui s'appelait Gun Last Order, qui est maintenant terminée, qui fait 19 tomes, et qui reprenait grosso modo à la moitié du tome 9, qui est beaucoup plus space opéra que la première, qui développait des thèmes un peu différents, même si forcément on retrouvait les marronniers de Kishiro-san, parce que je veux dire, il y a des choses qui reviennent tout le temps avec lui, ses obsessions. C'était évidemment dans Gun Last Order, et c'est encore dans sa nouvelle série qui est en cours actuellement, qui s'appelle Gun Mars Chronicle, qui est une sorte de préquel, où on voit un peu l'enfance de Gali, enfin de Yoko du coup, sur Mars, d'où le titre. Mais bref, je divague. Il n'en reste pas moins que Gun est encore aujourd'hui une des séries de mangas les plus trash jamais parues en France. C'est un récit viscéral qui évolue au milieu des corps déchiquetés et où le sang et les larmes répondent aux envolées lyriques et aux notes d'espoir. Il nous prend aux tripes parce que c'est là d'où il vient, de celle de Yukito Kishiro. On sent qu'il met tout dedans. Son trait est à la fois rageur et précis. Ses dessins organiques et doux. Sa mise en scène ultra dynamique et pourtant tout aussi lisible. D'ailleurs, Gali évolue au rythme d'événements extrêmement durs et violents qui l'obligent à se dépasser pour se relever. Il suffit de voir le destin tragique de Yugo pour comprendre que rien n'est épargné à Gali. Et donc, rien n'est épargné au lecteur, puisque, encore une fois, c'est à Gali que le lecteur doit s'identifier. Et s'identifie naturellement en fait. Mais du coup, rien n'est épargné non plus à l'auteur, parce que même si on ne connaît pas la nature exacte qui l'a plongé dans un état dépressif vers la fin de son œuvre, enfin de la première œuvre, c'est-à-dire Gun, on sait très bien que son identification à ses personnages, Gali bien sûr, mais pas seulement, ont eu un coup élevé sur lui. A priori, il le regrette pas aujourd'hui, en même temps c'est normal. Comment on pourrait regretter d'avoir enfanté une série aussi emblématique, une œuvre qui a autant inspiré les gens, qui continue à inspirer les gens, et qui a autant d'influence sur le monde artistique aujourd'hui. Je veux dire, même dans Mad Max Fury Road, la fameuse scène de la tempête, on est nombreux à se demander si c'est pas une sorte d'hommage à une scène assez importante de Gun justement, et d'ailleurs ce serait assez rigolo que George Miller le confirme un jour, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment dans la partie sur le barjack, et donc sur Den, pour lesquels Kishiro-san s'est clairement inspiré des premiers films Mad Max. Alors ça bouclerait la boucle, ce serait assez rigolo à voir. Et puisqu'on en est à parler cinéma, je vais vous parler un peu de mes espoirs et de mes craintes quant au film qui va sortir là dans quelques jours, mais ne partez pas! Ce sera pas inintéressant, je vous le promets, et ce pour deux raisons. D'abord, si je me plante complètement, vous pourrez vous foutre de ma gueule, et ça, c'est toujours bon à prendre. Mais surtout, forcément, pour vous expliquer ces points problématiques ou non, il va falloir que je revienne sur des points du manga, et donc des choses qui font que ce manga est culte, que ce manga est bon, et qu'il faut que vous lisiez Gun. Lisez Gun. On va commencer par les espoirs, parce que ça va être un peu plus rapide. Déjà, Robert Rodriguez est un réalisateur de talent, et la technologie qu'il utilise pour ce film est juste incroyable. On peut donc légitimement penser qu'on va en prendre plein les yeux, que ça va être spectaculaire, et rien que pour ça, il y a de quoi s'enthousiasmer. Et puis on va pas se mentir, le fait que James Cameron soit le producteur du film, un mec qui essaie de monter un film sur Gun depuis 15 ans, c'est assez rassurant. S'il y tient autant, c'est sûrement qu'il connaît le manga sur le bout des doigts et qu'il veut lui rendre justice sur grand écran. Mais, oui, c'est la partie où on arrive au mais. Alors d'abord, je suis pas de ceux qui ont hurlé contre le film dès le premier trailer en découvrant
Les grands yeux d'Alita. Oui, alors Alita, c'est le nom américain de Gali, d'où le nom du manga, de l'anime et du film Alita Battle Angel ou Battle Angel Alita. Et d'ailleurs, il y a des trucs vachement intéressants à dire sur la traduction un peu étrange de Viz Media sur Gun. Alors Viz Media, c'est l'éditeur américain de la série Gun, qui a changé énormément de choses, dont le nom de l'héroïne principale. Donc il y a des choses à dire là-dessus, et aussi sur le fait que Yukito Kishiro l'est plutôt mal pris. D'ailleurs, il y a des pics directement dans le manga. Si tout ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'en parlerai quand je ferai une vidéo sur le film, une fois que je l'aurai vu. Je pense que ça peut valoir le coup. Si j'ai pas hurlé à ce moment-là, c'est parce qu'il y a une raison, c'est tout simplement que je pensais qu'il faisait ça pour les bonnes raisons. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous connaissez un petit peu le manga, vous savez que Gali a un visage particulier, avec des lèvres, on va dire, pulpeuses. Un de ses surnoms auprès des personnages, c'est quand même bouche de poulpe. Et donc, les grands yeux comme ça pouvait être une façon de conserver l'aspect extraordinaire du visage de Gali, enfin d'Alita là pour le coup, tout en évitant le problème assez évident, qui est que, en photoréaliste, cette bouche pulpeuse donnerait un aspect sex doll qui ne va pas du tout avec le personnage ni le propos du manga. Ça aurait été dommage, du coup. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée de le faire autrement, et les grands yeux, c'était d'autant plus intéressant que les yeux, c'est connu pour être les fenêtres de l'âme, et voilà, je veux dire, Gun est beaucoup autour de l'identité, donc forcément l'âme, l'identité, ça match. Bon, finalement, j'ai lu dans une interview de Robert Rodriguez il y a pas très longtemps qu'en fait, les grands yeux de Gali, c'était une volonté de James Cameron pour coller à l'esthétique manga. Ça, c'est un peu nul, parce que pour que ça ait du sens dans le global, il aurait fallu que tous les personnages aient des grands yeux. Parce qu'évidemment, vous le savez, dans les mangas, tous les personnages, en tout cas tous les personnages japonais, sont dessinés avec de grands yeux expressifs. Ça fait partie des bases du manga. Donc là, faire un personnage isolé avec des grands yeux, c'est pas franchement inspiré. Mais passons. Disons que c'est pas très gênant, c'est au même niveau que le fait que la décharge, enfin Kuzutetsu, soit un peu trop clean dans les trailers. On verra au final, mais bon, il y a de grandes chances que ça reste un peu trop clean. Après, est-ce que c'est grave ? Non, ça va pas gâcher le film, le fait que ce soit un peu trop clean, ni le fait qu'elle ait des grands yeux. Ce sont des détails, ça peut faire partie de l'adaptation, pourquoi pas. Rappelons tout de même qu'une adaptation ne doit pas être une copie carbone du matériau d'origine, sinon ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'ai de gros doutes sur le fait qu'il conserve l'essence du manga dans le film. J'ai peur qu'il ne garde que le côté esthétique, que le côté visuel, explosif, bim dans ta gueule, et qu'il mette à la poubelle le côté narratif. Or, le côté narratif, c'est l'essence de Gun. Enfin bref, qu'il garde l'emballage et pas le fond. Ce serait pas la première fois qu'il ferait ça à Hollywood. Et il y a plusieurs choses qui vont dans ce sens, malheureusement. Tout d'abord, hors du film, j'ai lu une interview récente de Yukito Kishiro. Alors pour citer le magazine, c'était le magazine Atom, qui est un magazine spécialisé dans les mangas, où le journaliste demandait si Yukito Kishiro avait vu le film, et si oui, ce qu'il en pensait. Là, Kishiro-san a expliqué qu'on lui avait donné le script traduit, donc qu'il avait pu lire dans son entièreté, et qu'il avait vu 20 minutes du film de Robert Rodriguez. C'est quand même déjà pas mal pour juger. Avant de vous rapporter ces propos, je voudrais vous rappeler une chose. Yukito Kishiro est japonais. Et il va gagner quand même pas mal d'argent avec ce film. Ça fait 2 raisons d'être bienveillant avec le film. Maintenant qu'on a bien posé ça, qu'a dit Yukito Kishiro à propos du film ? Il a dit, je cite, « Ça m'avait l'air divertissant. » Alors je sais pas ce que vous entendez. Moi, quand il dit ça, ce que j'entends, c'est il a pris Gun, il en a fait un Transformers, on peut se marrer, mais c'est tout. Alors je vous l'accorde, pour l'instant, c'est assez maigre, parce que bon, on est sur des interviews, peut-être que ça a été mal transcrit. Du coup, qu'est-ce qui dans les trailers me fait un peu peur ? Eh bien déjà, j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment compris le personnage de Gali, d'Alita. Dans les trailers, son côté Born Sexy Yesterday est quand même assez présent. Alors qu'est-ce que c'est ce côté Born Sexy Yesterday ? J'imagine que vous connaissez le 5e élément.
eh bien c'est typiquement le personnage de Leeloo Dallas. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est forte, elle est belle, elle est sexy, elle sait tout faire, mais elle ne connaît rien à rien. Elle est donc complètement dépendante des autres personnages, ce qui fait que le public s'identifie au personnage qui l'aide, par exemple Korben Dallas, et pas à ce personnage-là, Leeloo. Alors à titre personnel, ça me dérange parce que je trouve ça un peu malsain, il y a toujours une idée derrière de je peux la manipuler pour faire ce que j'en veux. Mais même si on met ça de côté, ça veut dire que ce personnage-là devient un personnage fonction. Gali n'est pas et ne sera jamais un personnage fonction. Alors on va pas se mentir, au début du manga Gun, il y a une petite partie comme ça, quand Ido trouve Gali, où il veut en faire sa poupée. On sait pas bien s'il a des pensées, on va dire, sexuelles à propos d'elle, ou s'il veut plutôt en faire sa fille. Personnellement, je pense pour la deuxième option, mais c'est vrai qu'on peut se demander. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est très vite écarté, parce que Gali prend le dessus, Gali est son propre chef, et c'est très très important dans Gun. Il faut surtout pas tomber dans l'écueil sexiste inverse, qui est de dire que voilà, Gali c'est juste un personnage sexy, bon on aime bien mater Gali qui fait des galipettes dans tous les sens, et voilà, ça s'arrête là. Non, Gali c'est pas ça. Gali, encore une fois, c'est le personnage auquel le lecteur doit s'identifier. Et de toute façon, il le fait naturellement parce que c'est écrit comme ça. D'ailleurs, de façon un peu inattendue peut-être, Gali n'est pas sexualisée dans Gun. Alors je sais, ça peut paraître bizarre parce qu'elle est quand même dessinée comme une jeune femme, jolie, etc., en forme, avec un corps parfait, etc., mais elle n'est jamais sexualisée, elle n'est jamais objectifiée. Du moins, pas dans ce sens-là. Kishiro-san n'a jamais voulu sexualiser Gali. D'ailleurs, il l'explique, c'est que pour lui, Gali, c'est une part de lui. Donc il peut pas la sexualiser, il peut pas la rendre sexy, parce que ce serait trop bizarre pour lui en fait. Deuxième point qui m'embête un peu dans ce trailer, c'est que Gali est traité comme un robot. Alors ça peut être le trailer qui rend comme ça, et que ce soit pas le cas dans le résultat final, mais il n'empêche que pour l'instant, on voit quand même beaucoup le côté robot. Et Gali n'est pas un robot, bordel, c'est un cyborg avec un cerveau humain, ça fait beaucoup de différence. Il y a encore une chose qui me dérange, alors là c'est pas dans le trailer, mais j'ai appris par la vidéo d'y penser, si vous n'avez pas vu d'ailleurs, regardez-la, c'est très intéressant sur la performance capture, même si on parle plus de motion capture au final. On y apprend qu'il y a dans le film Alita Battle Angel un personnage qui est directement tiré des OAV. Alors qu'est-ce qu'un OAV? Pour ceux qui ne savent pas, un OAV en fait c'est tout simplement un animé, alors en général plus long qu'un épisode de série télé, surtout mieux produit, mais qui sort directement en vidéo, donc en VHS à l'époque ou en DVD maintenant, sans passer par la case cinéma. Donc dans les années 90, il y a eu 2 OAV de Gun, et ils étaient affreux. Je pèse mes mots, c'était vraiment raté, mais complètement. Si vous devez découvrir Gun, ne le faites pas avec ces OAV. Lisez les livres, par pitié. Pourquoi ces OAV étaient ratés? Alors, il y a une chose à laquelle on s'attendait, c'est qu'ils ne pouvaient pas retranscrire la complexité de l'univers. Tout simplement parce que ce sont 2 OAV courts, d'environ une demi-heure, donc on ne peut pas tout retranscrire dedans, c'est pas possible. Ça encore, c'est pas très grave. Par contre, eux aussi, ils ont complètement raté le personnage de Gali. Ils ratent aussi la relation personnelle entre Gali et Yugo, qui est quand même fondatrice du personnage. Et, chose plus étonnante, ils ratent aussi le côté dynamique, un peu violent du manga. C'est lisse. Les combats n'ont aucune aspérité, on ne sent rien. On ne ressent pas les enjeux, on ne ressent pas les impacts. Alors si, il y a un moment qui est violent, mais justement, c'est pas une violence qui sert le récit. Il y a un moment de la violence, j'ai envie de dire gratuite, où le méchant dégomme un chien, il y a du sang qui est envoyé partout, c'est dégueulasse et ça sert à rien, franchement. Bon bref, j'en reviens au film. Donc ce personnage, d'ailleurs le dégueulasse qui tue le chien,
eh bien il est utilisé dans le film. En soi, c'est pas gênant. Pourquoi pas reprendre un personnage si... Par contre, ce qui me fait peur, c'est à quel point ils se sont inspirés des OAV. Parce que s'ils sont partis des OAV plutôt que du manga, ça va être raté sur le plan de l'adaptation, entendons-nous bien. Sachant qu'en plus, c'est totalement possible. Parce que d'après les trailers, on a l'impression que le film se base sur les 4 premiers tomes et surtout sur les 2 premiers tomes. Donc une réécriture comme dans les OAV, c'est clairement possible. Alors ce personnage qu'ils utilisent, moi, je m'en fous. C'est vrai que j'aime bien Makaku, ça m'embête un peu qu'ils prennent un ersatz, parce que finalement c'est Makaku en nul. Mais bon, encore une fois, c'est pas très grave si le reste est réussi. Bon voilà, on verra quand le film sortira, si j'étais à côté de la plaque, ou si vraiment l'adaptation est ratée. Ce que je crains, vraiment, c'est un film d'action réussi, ça j'ai peu de doutes à ce sujet, mais qu'il soit une adaptation complètement ratée. Bref, verdict dans quelques jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Gizmo pour Kiss My Geek, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ou sur le site kissmygeek.com, ou encore sur Facebook, ou pourquoi pas, si vous m'avez sur Twitter, dites-le moi directement. C'était ma première vidéo, je me doute qu'il y a plein de choses à améliorer, je suis ouvert à vos propositions. N'empêche que si la vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, dites-le moi dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo, et même abonnez-vous, tiens, pourquoi pas, soyons fous. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jane